retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Pierre Licia. Après les livres Sarko m'a tué et un président ne devrait pas dire ça, après Sarkozy Hollande, c'était Emmanuel Macron d'être le héros, malgré lui, du dernier livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, un livre intitulé Le traître et le néant. Un livre qui ne livre pas de scoop fracassant sur Emmanuel Macron, mais qui écorne grandement l'image de celui qui voudrait apparaître comme le gendre idéal. De l'achat du modem pour 4 millions d'euros à l'absence totale d'empathie, en passant par les doutes sur des retours d'ascenseur possibles suite aux nombreuses fusions-acquisitions qu'il a gérées, tant chez Rothschild qu'à Bercy, l'image du président est écornée par ce livre. Et avant de commencer le débat, on écoute l'avis d'Emmanuel Macron. C'est de la poudre de perlimpinpin. Le livre de Davet et Lhomme est-il une épine dans le pied du candidat Macron? C'est notre premier débat sur Sud Radio. Et pour le moment, sur Twitter, vous êtes 83,4% à dire oui. Avec nous, Philippe Moreau-Chevrolet, expert en communication politique. Bonsoir. Bonsoir. L'information quand même qui fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux, c'est l'achat du modem pour 4 millions d'euros. On se dit que finalement, Mbappé à 180 millions, c'est donné par rapport. Oui, c'est pas cher. Alors ça ne se résume pas à ça quand même. Il y a beaucoup d'accords politiques entre le modem et Emmanuel Macron. Il y a eu des renvois d'ascenseurs, notamment lors des législatives. C'est vrai que c'était pas à la hauteur de ce qu'aurait espéré François Bayrou. Après, François Bayrou a dû quitter le gouvernement. Il a d'ailleurs été l'un des seuls exemples de cette jurisprudence où dans le gouvernement Macron, où quelqu'un est mis en cause et doit démissionner parce qu'il est mis en cause en justice. Donc il s'est un petit peu fait avoir dans l'opération quand même. 4 millions, c'est pas beaucoup. Et par ailleurs, il n'a pas fait beaucoup de gains politiques. Aujourd'hui, son espace est absorbé par Édouard Philippe. On ne sait pas trop ce que François Bayrou va devenir dans le prochain quinquennat en réalité. Il a tout perdu quasiment durant ces 5 ans. Il a un plan de carrière, Philippe. Ouais. Moi, Alors, on n'a pas entendu Philippe Moreau-Chevrolet. Je ne sais pas ce qu'il a répondu. Vous avez... Oui, probablement, il a un plan de carrière. Je crois surtout qu'il a une envie de se battre. Mais le problème, c'est que François Bayrou, il est beaucoup moins fort qu'il l'était il y a 5 ans. C'est clair. Il était déjà beaucoup moins fort que 5 ans auparavant. Donc, plus le temps passe, il a eu la bonne idée. En fait, il a théorisé le centrisme au pouvoir. Il a désiré le centrisme au pouvoir. Il a obtenu le centrisme au pouvoir. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que ça se ferait sans lui. Et au fond, il est tombé sur quelqu'un de beaucoup plus malin, beaucoup plus habile, qui est Emmanuel Macron, qui a mis le centre au pouvoir, mais qui s'est débarrassé de François Bayrou. Alors, Françoise Degois a lu le livre en entier. Vous voulez interpeller Philippe Moreau-Chevrolet? Non, je ne veux pas l'interpeller du tout. 630 pages de cette nuit, j'ai lu entièrement. Et Philippe Bilger aussi, je crois. Et donc, ce bouquin, en fait, en réalité, il est à la fois formidable et décevant. Il est décevant parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune information que nous ne connaissions déjà, y compris d'ailleurs le fait que François Bayrou en soit venu quasiment au moins avec Richard Ferrand. Le jour de l'investiture. Ça fait très longtemps, depuis 2017 on le sait. Nicolas Grégoire avait fait un bouquin dans lequel il racontait ça. Donc il n'y a rien de neuf sous le soleil. Par contre, ce qui est passionnant dans le bouquin de Davet et Lhomme, c'est 6 ans d'enquête, donc il ne faut jamais oublier que c'est des rencontres sur 6 années. Ce qui est très intéressant, c'est que se dessine la psyché qu'on perçoit très bien de ce président, que moi j'ai vécu quand j'étais de l'autre côté au gouvernement à 2 ou 3 reprises avec lui, mais là c'est mis en musique et on perçoit vraiment le cynisme absolu de ce personnage. Vraiment, c'est quelqu'un qui est absolument sans foi ni loi. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas d'amis au sens premier du terme, même pas de lien. Tout est utilisation, tout est quasiment... C'est souvent le cas en politique. Non, c'est pas à ce point. C'est que tout est quasiment chosification, c'est-à-dire où est-ce que les choses me sont utiles ou pas, à part sa relation avec son épouse Brigitte, on se rend bien compte qu'il n'y a que ça qui compte. Et je trouve que c'est assez fascinant, assez formidablement fait sur la psyché générale de cet homme qui a des qualités, mais ils déconstruisent beaucoup de choses, notamment la théorie selon laquelle Macron est un grand intellectuel. Ils sont allés voir tous ses professeurs de philosophie, notamment, bon, pas Paul Ricoeur puisqu'il est mort, mais ils ont dit, bon voilà, évidemment. oui, évidemment, il y a beaucoup de poudre aux yeux en fait de la part d'Emmanuel Macron. Donc, bouquin très intéressant sur ce qu'il dessine comme personnalité qu'on connaissait déjà, mais là vraiment c'est criant et ça a des conséquences directes sur le plan politique, vraiment. Et puis, déception, parce que par exemple, sur le financement de sa campagne, on sent qu'il tourne autour du pot, mais il tombe jamais dedans. Ils se sont heurtés, en fait, au mur Macron, ce qui ne leur est jamais... Ça leur était jamais arrivé, ni avec Sarkozy, ni avec Hollande. Philippe Moreau-Chevrolet, quand on entend le personnage décrit par Françoise Degois, qui a avalé les 630 pages du livre depuis 1h du matin, ouais. Elle nous l'a dit avant l'émission, ça donne pas tellement envie de voter pour Emmanuel Macron, non? Ah non, pas du tout.
Alors, c'est tout le problème d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'on appelle l'équation personnelle. C'est que autant il a une cote de popularité à peu près stable, il a un socle aussi qui est à peu près stable parmi ses fans, autant arriver à séduire au-delà du cercle de ceux qui sont vraiment depuis le début des soutiens d'Emmanuel Macron est compliqué parce qu'il n'est pas populaire, il dégage une impression, disons, d'être ce que Mélenchon avait décrit au début du quinquennat. Mélenchon est très bon pour labelliser les gens, hein. Un peu comme Trump, il a toujours la bonne formule, et là il avait trouvé le président des riches. Il avait aussi taxé Hollande à l'époque de capitaine de pédalo. Enfin, il a toujours la petite expression qui reste. Et le président des riches s'est resté auprès d'Emmanuel Macron parce qu'il y a eu aussi des gilets jaunes, parce qu'il y a eu beaucoup de clivages avec l'électorat populaire au fond. La question, c'est est-ce qu'il va pouvoir se faire élire en 2022 face à Marine Le Pen sans avoir besoin de l'électorat populaire, qui sera en quelque sorte obligé de voter pour lui, ou est-ce qu'il va vraiment devoir partir en conquête de cet électorat-là? Et ça va être beaucoup plus compliqué parce que c'est auprès de cet électorat qu'il a les plus gros problèmes d'image. Philippe Bilger. Alors, avec Philippe. Philippe, moi, j'ai pas lu tout le livre, mais j'en ai lu suffisamment pour avoir une idée d'Emmanuel Macron. Le livre est très intéressant, on retrouve le registre de ces deux journalistes. Moi, je suis frappé par un certain nombre de qualités exceptionnelles dans la relation, dans la séduction, dans l'appropriation d'autrui, notamment parmi les vieilles générations. Il sait très exactement les cultiver, mais pour aller plus vite au fait, je suis frappé de voir à quel point la seule ambition sert de finalité à sa vie. Et comme, en définitive, on a du mal à percevoir le fond de ce qu'il pense. Je veux dire, on a l'impression d'une formidable machine de séduction, de conquête du pouvoir, de flatterie, avec ce sentiment agaçant qu'il y a un univers de l'entre-soi avec les inamovibles à la main qui est Attali. Tout ça, ça se conçoit, ça se coopte, ça se célèbre, ça s'auto-promeut, mais j'ai eu l'impression qu'il n'y a pas derrière un homme qui a de profondes convictions. Philippe Moreau-Chevrolet. Alors, c'est toute la question d'Emmanuel Macron. C'est une splendide machine marketing. C'est-à-dire que toute la campagne a été faite avec des astuces marketing. Typiquement, les meetings où on applaudissait toutes les 2 minutes ont beaucoup impressionné les journalistes. Et quand on a exploré les coulisses, on s'est rendu compte que c'était parce que c'était organisé. Il y a des textos qui étaient envoyés aux équipes pour dire quand applaudir, donc très très régulièrement, pour donner cette sensation de monter en puissance. Et au fond, il a un petit peu toujours cette tendance, Emmanuel Macron, à être un peu dans la représentation de lui-même en campagne comme président. Il joue beaucoup de rôles, ce qui fait qu'on a du mal à lui trouver son identité à lui. On a du mal à savoir qui il est, on a du mal à savoir quelle est sa sincérité. Et même quand par exemple, il prend position pour l'OM, quand il prend position pour Marseille, c'est tellement systématique, c'est tellement finalement presque joué, que ça en devient pas naturel, alors que si ça se trouve, il est vraiment fan de l'OM. Mais on a un vrai doute parce que tout est tellement emballé, tout est tellement marketé. Tout est fake. En fait, c'est fake. Et le dépassement de la gauche et de la droite, en fait, ça veut dire qu'il est partout et nulle part. Il n'y croit pas du tout. C'est le en même temps. Excusez-moi. Non, mais moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'on ne connaît pas ce président de la République et on ne sait pas ce qu'il pense. Mais ça, c'est pas nouveau. Depuis 2017, on ne sait pas ce qu'il pense. Et il a une faculté, Emmanuel Macron, à être un peu caméléon, c'est-à-dire adapter son discours en fonction de l'audience, du public qu'il a devant lui. Il peut dire que la colonisation est un crime le lundi et rendre hommage aux harkis qui sont battus pour la France le mardi. Il y a tellement de domaines sur lesquels il a dit blanc un jour et noir le lendemain. On le sait, donc au fond, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas non plus qui il est, et on se dit qu'effectivement, sa seule ambition, c'est ce que disait Philippe à l'instant, sa seule ambition lui sert de moteur. Il n'y a pas vraiment d'ambition pour la France, contrairement à d'autres présidents. En tout cas, c'est pas ce que je décèle. C'est peut-être le cas, mais en tout cas, il ne le montre pas. On ne sent pas une ambition pour son pays, pour la France, une vision pour la France. On sent simplement un homme d'affaires, un homme pressé, qui a été banquier, qui a été ministre, et qui a besoin de toujours plus, pour j'allais dire presque nourrir son ego. Ouais. C'est peut-être un peu injuste de dire ça. Je vais dire ça, mais moi, sur le livre, ce qui ressort de l'ensemble des entretiens, il y a presque une psyché presque malade. Il y a une psyché, un surmoi, pathologique. Quelque chose il y a une faille terrible, et donc il transforme. Mais je crois qu'il y a quelqu'un, c'est Mathieu Pigasse, qui résume bien sur le caractère fake de Emmanuel Macron. Tout est fake en réalité, tout est faux. Y
compris son positionnement à gauche. Il est à gauche comme je suis archevêque. Simplement, il a compris qu'il fallait aller chez Hollande parce que c'est Hollande qui allait gagner. Et puis, il y a des choses étranges. Quand François Rebsamen fait une réunion avec, pendant la campagne, comme ça se fait, une levée de fonds avec les gens du CAC 40, et la seule chose qu'il demande, moi ça m'a frappé, hein, la seule chose que il va voir Hollande, et Hollande lui dit alors comment ça s'est passé la réunion pour la levée de fonds, tout est tout à fait normal et légal. Et Rebsamen dit c'est assez étrange, la seule chose qu'ils m'ont demandé c'est que Macron devienne secrétaire général aux questions d'économie à l'Élysée. Et donc là c'est très troublant parce qu'on se dit voilà quelqu'un qui est en fait piloté, qui a des comptes à rendre, qui est président de la République et qui doit faire des retours sur investissement d'une certaine partie de la population qui s'appelle le CAC 40. Et là, finalement, je ne sais pas si c'est une épine dans le pied pour Emmanuel Macron, mais ce livre est déjà un immense succès, il est déjà en tête de toutes les ventes. Je pense que ça va infuser vraiment sur l'idée de est-ce qu'on recommence 5 ans avec une fake news en fait. Philippe Moreau-Chevrolet, pour répondre à Pierre Lissia et à Françoise Degois. Oui, alors moi je suis d'accord que depuis le début il est ambigu sur ses positions, mais il est au fond un petit peu comme tout président qui a été élu et qui n'a pas vraiment de majorité stable. Il cherche des appuis à gauche, des appuis à droite. Il est centriste, donc il gouverne au centre. Il essaye de trouver en permanence un équilibre politique. Ce qu'il y a de nouveau, moi je trouve, c'est qu'il gouverne seul. Et particulièrement pendant le Covid, il gouverne seul et en secret, puisqu'il a le Conseil de défense qui est couvert par le secret défense par définition. Qui est l'article 16 à la puissance 10, soit dit en passant. Hein. Ah, je suis d'accord, moi. Ouais. Oui, c'est une forme d'exercice de l'article 16, vous avez complètement raison. C'est une forme c'est parallèle plein pouvoir, c'est les pleins pouvoirs au président, et puis voilà, n'en parlons plus. Honnêtement, Philippe Moreau-Chevrolet. Ça, c'est nouveau. Et ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est qu'il n'a pas d'entourage. C'est-à-dire qu'il n'a pas de poids lourd autour de lui. Il y a Le Drian, mais qui a été très minoré dans son rôle. Mais il n'y a pas vraiment de ténor, au fond. Peut-être que lui ne le supporte pas, mais ça crée quand même une fragilité parce que du coup, il devient attaquable. Après, à chaque fois qu'on l'a attaqué, et moi, c'est ça que je trouve quand même à mettre quelque part à son crédit, à chaque fois, il s'en est sorti, et notamment face aux Gilets jaunes, il a réussi à substituer à la séquence des Gilets jaunes, qui était 6-7 heures, en direct sur les chaînes info d'affilée, des séquences où lui faisait des shows, en fait, devant les élus locaux, 6 ou 7 heures. Et il a substitué son happening tout seul au happening des Gilets jaunes. Donc c'est quelqu'un qui se pense vraiment comme un héros, qui est capable tout seul de renverser le cours de l'histoire. Je ne sais pas si c'est une illusion dangereuse, mais en tout cas c'est une illusion qu'il a, et à mon avis c'est une partie de son moteur. En tout cas c'est ce que les auteurs semblent dire également. Sur 3 choses rapidement, Philippe. D'abord, je rejoins ce qu'a dit Pierre Lissia. Au fond, pourquoi ce livre n'apporte pas tellement d'éléments nouveaux, c'est qu'au fond, le portrait psychologique, on pouvait le faire bien ou mal depuis 4 ans. Deuxième élément, je ne crois pas que ce livre, qui va intéresser un large public, va tout de même bouleverser le futur présidentiel. Je ne crois pas une seconde que les gens vont être sensibles à ce qu'il y a de passionnant dans ce livre. Et troisième élément, les Gilets jaunes et le grand débat a été très intéressant à étudier parce que là, il s'est retrouvé à l'aise précisément parce qu'il a introduit son talent de la campagne dans la vie présidentielle. Et c'est pour ça que je ne le sous-estime pas pour 2022. Pierre Je voudrais presque répondre tenter d'apporter une réponse à la question que vous posez. Est-ce que ce livre va être une épine dans le pied d'Emmanuel Macron? Moi, je ne le crois pas du tout. D'abord parce que si c'était le cas, je pense que ça tournerait comme ça avait été le cas pour François Hollande. Ce serait en boucle sur toutes les chaînes d'infos. Tout le monde ne parlerait que de ça. Alors certes, le livre aujourd'hui est un succès en librairie, mais ça ne semble pas pour autant ébranler le pouvoir. En tout cas, ça ne suscite pas de déchaînement médiatique, première chose. Et puis d'autre part, oui, effectivement, on a le sentiment je ne l'ai pas lu, ou du moins j'ai lu la couverture. Le résumé. Comme moi, vous avez lu, moi j'ai lu le résumé ce matin. Mais c'est vrai que tout ce qui a dedans, en tout cas on a 2 lecteurs aguerris, ou quasi lecteurs, tout ce qu'il y a dedans est déjà connu, déjà su, déjà connu. Je veux dire, qu'est-ce que, si ce n'est un agglomérat de tout ce qu'on sait déjà, qu'est-ce que ce livre peut apporter d'autre? Je pense que les convaincus
ceux qui ne l'aiment pas seront convaincus de ne pas l'aimer, et les autres continueront à voter pour lui. Philippe Moreau, je voulais vous lire 2 commentaires qu'on a sur Twitter. Il y a Villeneuve qui dit plus personne ne lit, donc 0 influence. Et on a Belinda Sheridan qui nous dit non, il s'en moque comme de sa première chaussette. Avec toutes les affaires que ses ministres ont sur le dos, il est toujours là et bien là. Qu'il vienne me chercher, ça voulait tout dire. Est-ce que quelque part il n'a pas un sentiment d'invincibilité? Je voulais juste dire sur Emmanuel Macron que peut-être qu'il l'a, mais que sur le livre, absolument pas. Vous savez, l'Élysée a été complètement hystérique sur la recherche de ce document, et il est encore, parce que après vous avez le travail à long terme, hein, la mèche longue. Vous savez ce qu'il suggère sur le financement de la campagne de Macron, ça n'est que suggéré parce qu'ils n'ont les preuves de rien. C'est assez dévastateur. Mais le parquet financier peut s'en saisir. Le parquet financier s'en est déjà saisi, il peut peut-être accélérer. Justement, est-ce que Philippe, quelque part, on en a parlé, je vais le répéter tout à l'heure, notamment l'affaire Alstom chez André Berkoff, est-ce que ces propos qui sont insinués dans le livre que, vu les financements dont parlait Françoise, il y avait probablement des retours d'ascenseurs, etc. Comme disait Françoise, ça peut pas infuser. Je me rappelle en 1981, la fameuse affaire des diamants de Bokassa avait été le poison lent de Valéry Giscard d'Estaing, mais ça avait commencé bien avant, en 79 de mémoire, 2 ans avant les élections. Est-ce que là, ça pourrait être un poison rapide, Philippe Moreau-Chevrolet? Alors rapide, non, parce que ça supposerait... rapide en moins de 6 mois, je veux dire. Ça suppose qu'il y ait une action en justice, ça suppose que les faits soient démontrés, ça suppose qu'il y ait une mise en examen ou quelque chose qui démarre. Alors après, il y a énormément de procédures judiciaires en cours sur le terrain de la Covid. Là, on a eu des perquisitions de ministres en exercice qui n'est jamais arrivé sous la Ve République, et là-dessus, les procédures judiciaires sont en cours et sont vraiment violentes. Sur le terrain du financement de la campagne, c'est très compliqué. On a vu avec Nicolas Sarkozy que même avec des faits avérés, même avec des dépassements avérés de campagne, de frais de campagne, ça mettait un temps infini à se déclencher. C'est complexe. Oui. Ça doit passer par le Conseil constitutionnel. Ça doit être, c'est véritablement une grosse machine. Donc non, je pense pas que ça va lui nuire à court terme. Par contre, je suis frappé du fait que des livres à charge sur les présidents de la République sortent régulièrement. On avait eu le livre déjà de Davelhomme contre Hollande et contre Sarkozy 5 ans avant. Ils choisissent bien leur moment. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est des temps j'ai l'impression que ça devient des temps de la campagne. C'est-à-dire, on fait le massacre de la figure du président au moment de la campagne présidentielle. Après, l'impact que ça va avoir, c'est pas aussi dévastateur que Hollande, parce que Hollande, on lui avait prêté de l'hypocrisie. On avait dit, en fait, il aime pas les sans-dents, il aime pas les pauvres, il se moque d'eux en privé. Et ça, c'était presque pire que ses infidélités. C'était même certainement pire que ses infidélités. Non, mais ça, c'est le bouquin de Valérie Trierweiler. Ça n'a rien à voir avec David Hollande. Mais je veux dire, il y a eu des bouquins à charge contre Hollande qui ont été dévastateurs. Trierweiler fait plus mal que le David Hollande pour Hollande. Hein. Je suis d'accord avec vous, Philippe. Ça, c'est vrai. Je suis pas sûr que ce livre-là soit celui-là. Mais en tout cas, oui, ça va faire des dégâts, et ça va notamment faire des dégâts auprès des élites qui vont le lire et qui vont se dire peut-être que celui en quel on croit n'est pas le bon. Je suis d'accord avec vous. Je pense que ça fait des dégâts, Philippe, exactement dans le petit monde, sur le mode attention, on va se faire trahir à nouveau. Tout est question d'offres politiques qui est en face. On est au bout du débat. Merci beaucoup, Philippe Moreau-Chevrolet. J'allais dire merci pour ce moment. Philippe Moreau-Chevrolet, vu le livre dont on parlait, expert en communication politique, verdict sur Twitter. Le livre de Davelhomme est-il une épine dans le pied du candidat Macron? Eh bien, vous êtes 84,3% à dire oui. Les vraies voix, ça vous dirait une petite chronique présidentielle de Philippe Rossi, comme ça, sur le grid? Philippe Rossi, toujours. Eh bien, écoutez, c'est parti. Bien sûr.